L'Assemblée va à présent entendre une adresse de Sa Majesté le roi Letsi III, roi du royaume de Lesotho. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Sa Majesté à la tribune et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Excellence, Monsieur le Président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président, de prime abord, je tiens à vous adresser mes félicitations pour votre élection bien méritée à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Votre vaste expérience et vos riches connaissances sont un atout et un gage de la réussite de nos travaux. Je suis sûr que sous votre houlette, notre Assemblée sera à la hauteur de ses engagements. Vous pouvez donc compter sur l'appui entier et la coopération de ma délégation dans l'exercice de vos fonctions. Je voulais également saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à votre prédécesseur, M. Denis Francis, pour l'excellente manière dont il s'est acquitté de ses fonctions de président de l'Assemblée générale lors de sa 78e session. Au secrétaire général de l'organisation, M. Antonio Guterres, j'exprime la profonde gratitude de mon pays et je lui renouvelle notre soutien sans faille pour son excellent travail qu'il abat au nom de l'humanité, notamment au moment où le multilatéralisme est en proie à des défis considérables. Sous votre houlette, les Nations unies ont réussi à surmonter de nombreux obstacles, y compris la pandémie de Covid-19, l'aggravation des crises de la dette et les incidences du changement climatique. Dans votre allocution à l'Assemblée générale, vous avez insisté sur l'importance de la paix au sein des communautés, mais également la paix qui va de pair avec la justice, la paix qui va de pair avec la dignité et la paix avec la nature. Vous avez également souligné le fait que la plus grande responsabilité de l'humanité consiste à bâtir la paix. Les Nations unies ont été créées sur un credo, à savoir que les nations peuvent et doivent vivre ensemble en paix et œuvrer ensemble à résoudre les conflits par des voies pacifiques, et ce, pour améliorer nos vies. Les Nations unies ont également jeté les bases d'un cadre pour la justice, du respect du droit international et de la promotion du développement socio-économique pour toutes et tous. Alors que les Nations unies célèbrent leur 79e anniversaire cette année, nous devons réaffirmer cette conviction ferme de nos pères fondateurs et réaffirmer leurs objectifs. Alors que je me tiens à cette tribune, je fais mien ces sentiments et ces objectifs. En effet, je m'inspire de l'histoire et des expériences de ma nation. Cette année, le Lesotho va commémorer 200 ans de sa création, de la création de la nation Basotho. Et le point d'orgue de cette célébration se tiendra le 4 octobre 2024. Que peut donc une petite nation comme la nôtre faire pour contribuer au discours mondial sur la paix? Monsieur le Président, le Lesotho a été créé sur le principe de la paix que nous appelons dans notre langue Khotso. Notre fondateur, Morena Moshosho Ier, chérissait la paix. La paix était l'une de ses valeurs cardinales. Les écrivains, des chercheurs l'ont décrit comme suit. Un homme exceptionnel, un homme qui se distingue dans la lumière, un homme qui est original, capable,
qui est droit, son humanité, sa douceur, son amour pour la paix, la justice, son abhorration de la guerre et sa patience face aux pires provocations se sont fait voir à toutes les occasions. Fin de citation. Voilà les qualités qui nous ont inspirés, nous, le peuple de Basotho. Morena Bashosho, le premier, a réussi à réunir plusieurs groupes tribaux. Il a évité des conflits et il a négocié une paix pérenne qui, encore aujourd'hui, nous cherchons à maintenir. Basotho, c'est une nation fondée sur la tolérance, sur l'inclusion, mais également sur l'unité. Autant de principes fondamentaux inscrits dans le nouvel agenda pour la paix du secrétaire général. C'est dans ce contexte que nous reprenons à notre compte le thème de notre session, ne laisser personne pour compte, agir ensemble pour le progrès de la paix, du développement durable, de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Ce thème est extrêmement pertinent, notamment au moment où les relations internationales se trouvent à la croisée des chemins. Grâce à notre action collective, nous pouvons relever les défis qui se posent à l'humanité et nous pouvons également réaliser un avenir durable pour toutes et tous. Toutefois, pour ce faire, les leaders devront être dotés d'humanité, de douceur, d'amour pour la paix et de justice. Ils doivent abhorrer la guerre et ils devront faire preuve de patience face aux provocations les plus extrêmes. Voici les idéaux que nous pouvons atteindre ensemble. Mon ancêtre, et beaucoup de personnes en témoignent, a été l'incarnation même de ces traits de caractère qui ont permis de bâtir la nation qui encore aujourd'hui tient debout. Nous ne pouvons pas agir comme nous l'avons fait jusqu'ici. La jouissance et l'exercice des droits humains et la réalisation de la paix et du développement durable exigent un changement de cap fondamental, mais également un engagement de la part des dirigeants du monde. Pour reprendre les mots de l'un de mes autres ancêtres, je cite, « Ne vous précipitez jamais à prendre les armes. Je vous en prie, tenez-vous à cette corde de la paix, que ce soit toujours clair dans votre esprit qu'il est bien plus rentable de récolter de son champ que de tuer les personnes dans le champ de bataille. Aujourd'hui, dans un monde en perpétuel changement, les Nations Unies continuent de forger la paix dans des zones en proie aux guerres aux quatre coins du monde. Les Nations Unies promeuvent les droits humains et sortent des milliers de personnes de la pauvreté. Le Lesotho réaffirme ici son engagement en faveur de cette vision collective, une vision des Nations Unies efficace qui permette de bâtir un avenir prospère et durable pour toutes nos nations. Monsieur le Président, le monde se heurte à des défis considérables alors que la date butoir pour réaliser les objectifs de développement durable arrive à grands pas. Le rapport de 2024 sur les objectifs de développement durable nous indique que seuls 16% des cibles sont en bonne voie d'être atteintes d'ici 2030. Dans le même temps, 84% de ces cibles sont en recul. Le rapport de la CNUSED de 2024 souligne également une tendance assez alarmante, à savoir que 48 pays en développement dépensent davantage au titre du remboursement de la dette que dans des services fondamentaux tels que l'éducation et la santé.
Cette inégalité économique est à l'origine de la migration. Et alors que les réfugiés se lancent à la recherche de meilleures opportunités, la xénophobie et les conflits se font jour dans les pays hôtes. Il nous faut nous attaquer à cette inégalité. Cela est essentiel si nous voulons bâtir un développement inclusif et réaliser la paix et la stabilité mondiale. Afin d'accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, mon gouvernement envisage de présenter son 3e examen national volontaire sur le développement durable d'ici à 2025. La réalisation de cet objectif passe par des partenariats robustes et par un appui financier accru, notamment au bénéfice des pays vulnérables, qui sont pour l'essentiel les pays les moins avancés et les pays sans accès à la mer. La crise actuelle de la faim, de la pauvreté, des maladies et du changement climatique menace de mettre à bas les progrès que nous avons obtenus au cours du siècle dernier. Au Lesotho, le changement climatique est en train d'exacerber la dégradation de l'environnement. Il a également un impact sur l'agriculture, sur les ressources en eau, sur la fourniture énergétique. Cela entraîne des pénuries alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dû déclarer l'état d'urgence pour la sécurité alimentaire. Au demeurant, nous sommes déterminés à relever ces défis en exploitant les possibilités qui s'offrent à nous et qui nous permettront d'assurer une plus grande autosuffisance. Le Lesotho dispose d'une multitude d'atouts énergétiques de grande qualité, notamment des énergies renouvelables, l'énergie solaire, éolienne, et nous disposons également de quantités considérables d'eau de montagne pure. Nous sommes donc bien placés pour mettre en place une économie fondée sur les énergies renouvelables et l'eau. Notre priorité est de répondre à la demande énergétique nationale et pouvoir ainsi exporter de l'énergie propre et de l'eau de qualité dans la région. Notre objectif est d'honorer nos engagements au titre de l'accord de Paris sur les changements climatiques avant 2050. Nous y arriverons, je suis sûr. En effet, nous pouvons être le premier pays africain producteur d'électricité et neutre en carbone. Nous cherchons donc à tracer notre voie face aux défis que pose notre monde bien complexe. Monsieur le Président, il est essentiel de restaurer la dignité et l'espoir pour les femmes, mais également pour les jeunes et les communautés marginalisées. Toutes ces franges de la population continuent de connaître des niveaux de vulnérabilité élevés, tout en étant en même temps désavantagées de façon disproportionnée. L'égalité entre les femmes et les hommes, la protection des femmes et des jeunes filles de la violence sont des droits humains fondamentaux qui doivent toujours être érigés en priorité. Le gouvernement du Lesotho a mis en place des politiques et des lois pour s'attaquer à ces différentes questions dans le cadre de ses engagements régionaux et internationaux. En outre, nous continuons à combattre des maladies telles que le VIH-Sida. Et nous faisons d'ailleurs des progrès. Aujourd'hui, 95% des personnes vivant avec le VIH-Sida qui connaissent leur statut. 94% d'entre eux reçoivent des traitements et 98% de ceux qui sont sous traitement voient leur charge virale disparaître. Depuis 2010, nous avons réussi à réduire les nouvelles infections au VIH de 74%. C'est là la preuve de notre engagement en faveur de la santé publique et de l'équité sociale. Monsieur le Président, la paix et la sécurité mondiale sont menacées. Elles sont menacées par le terrorisme, par le flux d'armes illégales, par le crime organisé, par la cybercriminalité, par également les crimes financiers. Tout cela entrave la réalisation d'une paix durable. Cette situation alarmante appelle une action collective et déterminée pour préserver la paix mondiale, la sécurité et la stabilité dans l'intérêt de l'humanité tout entière.
la médiation a fait ses preuves et a sauvé des vies. Elle a permis de minimiser les coûts et empêcher la destruction d'infrastructures tout en facilitant la réconciliation entre les parties belligérantes. Les Nations Unies mettent l'accent sur la résolution pacifique des différends. Toutefois, les tensions politiques entre les États membres ont limité ces efforts de médiation. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que le Conseil de sécurité prenne une attitude proactive dans le cadre de la médiation dans ces différents conflits. Pour ce faire, le Conseil de sécurité doit adopter une approche multilatérale. En effet, nous sommes convaincus que c'est là la seule manière d'assurer la transparence, l'impartialité et l'appropriation du processus de médiation par le plus grand nombre des membres de notre organisation. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons chaleureusement du nouvel agenda pour la paix du secrétaire général. Ce nouvel agenda met l'accent sur le besoin urgent de refonder les mécanismes permettant de régler les différends et de renforcer la confiance entre les États membres et les cadres régionaux. Monsieur le Président, le respect et la défense des droits humains sont des obligations fondamentales de tous les États, comme nous l'indique la Charte des Nations Unies. L'autodétermination et l'indépendance sont des droits essentiels qui doivent être accessibles à tous les peuples du monde. Nous appelons instamment à la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies visant à mettre fin à toutes les formes de colonisation et d'occupation. Nous insistons particulièrement sur le besoin d'assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Monsieur le Président, la situation qui a cours au Moyen-Orient, notamment les violations des droits humains en cours à Gaza, appelle une attention urgente. Nous réitérons ici notre appel en faveur d'un cessez-le-feu, comme d'ailleurs l'ont fait l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité à de nombreuses reprises. Le coût élevé de la guerre est un fardeau que l'humanité ne devrait jamais avoir à porter. Nous croyons en une solution à deux États qui permettrait aux Israéliens, mais également aux Palestiniens, de coexister pacifiquement et dans la sécurité. Un dialogue véritable et une médiation, le respect des droits et des préoccupations des deux parties sont essentiels si nous voulons résoudre la question de la Palestine. En outre, nous appelons à une solution par le biais de la médiation aux mesures coercitives unilatérales qui visent Cuba. En effet, la communauté internationale n'a eu de cesse de demander la levée de cet embargo économique et commercial qui vise Cuba. Cuba, à l'instar des autres États membres de cette organisation, mérite de participer librement au commerce international. Et nous saisissons cette occasion pour réitérer notre appel à la levée des sanctions qui visent le Zimbabwe. Monsieur le Président, pour conclure, nous redisons notre conviction dans le principe de la subsidiarité. C'est au Conseil de sécurité qu'il incombe la responsabilité première de maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est la raison pour laquelle nous appelons à une coopération plus élargie, plus efficace entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, comme cela est prévu par le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Le renforcement de cette coopération est essentiel pour parvenir à une résolution rapide des conflits régionaux. Nous sommes d'avis que le Conseil de sécurité devrait être plus représentatif des membres qui composent l'organisation, et c'est à cette condition seulement qu'il aura plus de légitimité. C'est la raison pour laquelle nous plaidons en faveur d'une réforme en profondeur du Conseil de sécurité et nous appuyons la position africaine commune connue sous le nom de consensus des Zuluweni. Nous estimons également que les Nations Unies devraient continuer d'être
une enceinte où toutes les aspirations pour une meilleure humanité plus sûre devrait être défendue. Travaillons donc ensemble pour bâtir des Nations Unies qui reflètent véritablement un consensus large parmi ses États membres, ce qui permettra de renforcer son rôle central en matière de gouvernance mondiale et de promouvoir la collaboration avec les organisations régionales, tout en assurant le respect de sa charte par l'ensemble de ses États membres. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank Au nom de l'Assemblée, je remercie Son Altesse le roi du royaume du Lesotho.